Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui un entretien avec un artiste qui sort son deuxième album, un jeune chanteur qui s'appelle Daniel Auteuil. Et puis comme promis à la fin du numéro du mois dernier, un focus sur le film La guerre des polices avec son réalisateur Robin Davis. Tout cela c'est maintenant dans votre Pop Cinoche numéro 36. Après une centaine de films au compteur, un jeune artiste vient de sortir son deuxième album. Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour, c'est le titre. Ce jeune artiste de 73 ans n'est autre que Daniel Auteuil, absolument. Et puis alors, je peux vous dire que cette nouvelle carrière musicale l'emballe littéralement. Tout récemment, je l'ai reçu dans mon émission RTL Petit Matin Week-end. Je voulais que vous voyiez un extrait de cet entretien et j'ai commencé par lui dire que, a priori, on ne se doutait pas que la musique était aussi importante pour lui. Réponse. Oui, mais je suis né dans la musique. Mes parents étaient chanteurs d'opéra. Quand je suis arrivé à Paris, jeune homme, j'ai joué dans des comédies musicales et effectivement, dans les années 80, j'ai enregistré des 45 tours. La musique fait partie intégrante de ma vie, comme elle me procure les mêmes émotions que les mots, que l'art dramatique, que le théâtre, que la scène. Et c'est quelque chose au fond, moi que je ne dissocie pas. Je ne dissocie pas mon métier d'acteur, de chanteur, de metteur. Enfin, ça participe. C'est un tout, en fait. Ouais, c'est la même émotion, voilà. Mais justement, vous disiez, la musique est un besoin irrépressible. On sent que c'est fort, quand même. Qui pouvait se douter que la musique faisait à ce point partie de votre vie ? La finalité, c'était pas forcément de chanter. Ce qui s'est passé, qui était très bizarre, c'est que je me mette à écrire de la musique. Oui, alors moi, je suis comme vous. D'où ça sort, je sais pas. Ça sort, je pense, de cette enfance, du fait que j'étais entouré de musique toute ma vie et que arrivé à un certain moment, les mots ne me suffisaient plus. J'avais besoin de l'émotion que me provoquait la musique. Voilà, c'est tout simple. Oui, mais il y a une chose étonnante, c'est que vos chansons, pour moi, qui ai beaucoup aimé cet album, autant vous le dire tout de suite, elles me font penser à des petits courts-métrages. C'est-à-dire que quand j'écoute les chansons, sans même fermer les yeux, je vois des images. Vous avez raison, c'est sûrement ma formation d'acteur de cinéma, les chansons, mais c'est ce que disait Charles Aznavour ou les gens qui écrivaient. Enfin, c'est souvent, j'entends, peut-être que ça a changé, mais à une certaine époque, les chansons, c'était des mini-histoires, des mini-scénarios, voilà. Et j'écris comme ça, je raconte des histoires. Parce que j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore raconter des histoires. Oui, mais d'habitude, c'est 1h30, 2 heures l'histoire. Là, c'est 3 minutes. Oui, c'est 3 minutes. Et d'où elles viennent, ces sources d'inspiration, Daniel Auteuil ? Elles viennent d'émotions que j'ai vécues, que j'ai ressenties quand j'étais jeune, ou maintenant, ou que j'imagine. Et donc, c'est du vécu. Ça passe par un filtre très personnel et par pudeur et pour pas ennuyer les gens, je raconte des histoires qui sont stylisées et qui sont pas forcément tout à fait moi. Mais vous êtes derrière tout le temps en filigrane. Oui, je peux pas me cacher. Et l'autre chose qui est différente par rapport à ma vie d'acteur, si vous voulez, c'est que je joue pas de rôle. Je suis moi-même et c'est assez vertigineux d'être soi-même et peut-être que c'est quelque chose dont j'avais besoin tout d'un coup de dire une vérité, voilà. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire d'amour avec une guitare qui apparemment ne vous quitte plus, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est une guitare que j'ai voulu que mon fils se mette à la guitare, alors pour l'accompagner, dans un premier temps, j'ai pris des cours avec lui, et petit à petit, quand j'étais jeune homme, je jouais un peu, et petit à petit, cette guitare, je l'ai amenée partout avec moi sur les tournages, et c'est là que j'ai commencé à écrire. Oui. Et c'est une amie assez fidèle qui depuis qu'elle est avec moi, nulle part où je pourrais m'ennuyer, je ne m'ennuie plus. Merci beaucoup, Daniel Auteuil. Merci à vous.
Le film La guerre des polices a été un des plus gros succès du cinéma français de l'année 1979. Presque 2 millions d'entrées, un casting 3 étoiles avec Claude Brasseur, Marlène Jobert, Claude Rich, et pourtant, ce film était devenu invisible depuis une bonne 10-15 d'années. Heureusement, un éditeur vient de l'exhumer grâce à ce combo DVD Blu-ray. On va enfin pouvoir redécouvrir cette guerre des polices, et aujourd'hui, ça c'est une vraie chance. Nous avons avec nous le réalisateur du film pour nous en parler et parler de l'histoire de ce film. Bonjour Robin Davis. Bonjour Vincent. Robin, Ouais. J'aimerais qu'on revienne à l'origine du projet, mais d'abord, vous étiez quoi, un jeune réalisateur, la trentaine, au moment où vous êtes passé derrière la caméra pour la première fois? Une productrice m'appelle que j'avais rencontrée bien avant au travers de courts-métrages que j'avais fait. Une productrice qui s'appelle Vera Belmont. Elle me dit, tu as fait un premier film qui s'appelait Ce cher Victor. Avec Bernard Blier et Jacques Dufilot. Qui comment dirais-je, a eu l'honneur d'aller représenter la France à Cannes. Et elle me dit, arrête un petit peu d'être dans ta tour d'ivoire. Tu seras jamais l'égal des grands intellectuels français. T'es un type qui a été formé par Lautner, donc tu as un accès direct, enfin, en quelque sorte, au public. Tu aimes le public et tu dois faire des films grand public. Tu ne feras jamais, tu seras pas Truffaut, jamais, jamais. Tu seras pas Romer et tu seras jamais Chabrol. Merde, ça fout un coup, ça, bordel de merde, j'ai rêvé toute ma vie d'être Truffaut. Et elle me dit, je te propose un sujet qui est un polar. Est-ce que tu as envie de faire un polar? Ah, tout de suite, là, les yeux s'ouvrent, parce que polar, Walsh, Ford, tous les grands films des années 40, John 50, Huston, enfin, j'ai dit, ok, c'est bon, un polar, je prends. Elle me dit, ça s'appelle la guerre des polices. Là, j'ai dégringole de 15 étages parce que la guerre des polices, moi, j'ai trouvé ça d'une vulgarité absolument énorme. Et je me disais, ah merde, c'est encore un petit film Frenchy à la con. Ça sonnait bien pourtant. Ouais, mais oui, ça sonnait bien. Ça a sonné bien plus tard, quand le terme est rentré dans comment dirais-je, dans l'univers des journalistes et puis des gens qui savaient ce que c'était. Mais au départ, la guerre des polices, c'était totalement inconnu. Personne n'en avait connaissance de cette guerre des polices. Melville a tout dit sur le cinéma noir, donc moi j'ai plus rien à ajouter là derrière, parce que ou il faut être Melville et faire des grands films, ou il faut être contemporain à son époque. Amener autre chose. Exact. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on a fait avec Jean-Patrick Panchek et Patrick Laurent, qui est l'auteur des dialogues. On a revu nos personnages, on a introduit une guerre des polices qui n'existait pas véritablement à l'époque, et moi j'ai créé de toutes pièces un affrontement entre deux brigades, la brigade territoriale et l'anti-gang. Mais en fait, c'était pas quelque chose de complètement stupide, parce que il s'est avéré que ma fiction rejoignait la réalité quelques années plus tard. Donc j'ai fait ce film. Moi j'ai dit, je veux de l'humour, je veux des jeunes, ils auront tous entre 20 et 25 ans, mes flics, ils auront des baskets. Les flics, il y aura une femme, il y aura des indiques, femmes aussi, toutes ces choses qui ne se faisaient pas à l'époque. Les deux premiers, c'était Yves Boisset et moi qui avons introduit des femmes dans la police. Il y avait déjà une femme dans la police en réel, mais c'était vraiment une femme, une inspectrice auprès de qui je me suis renseigné d'ailleurs. Et puis le film a eu un retentissement extraordinaire. Parce que quand on fait un film dans la vie, il faut bénéficier d'un petit plus qui s'appelle le coup de chance. J'ai eu, grâce à Vera, la chance d'avoir un casting absolument sublime. Alors, on redit pour l'occasion. Oui. Claude Brasseur, on peut en parler. On va en discuter. Claude Rich, de l'autre, les deux Claudes. Voilà, les deux brigades. La guerre des Claudes. C'est ça. Et Marlène Jobert, qui est un peu au milieu. Voilà. Donc, pour parler du film en lui-même, pourquoi est-ce qu'il a cette notoriété, ce film-là, outre le fait que tout était neuf? Quand le film est sorti, j'ai rencontré Polanski et qui m'a fait le plus beau compliment que j'ai jamais eu. Il m'a dit, tu vois, ton film, il ressemble à un film américain, c'est vachement bien. Et ça, pour moi, c'était merveilleux, parce que j'étais en adoration devant les grands cinéastes américains, évidemment, parce que le film
pour cette époque. En 78, était basé sur la vitesse, sur les rapports de force entre les masses, sur une certaine façon de parler aussi, assez crue. Oui, c'était efficace. Oui, quoi. c'était Rythmé, Marlène dit, efficace. je vais leur tordre les couilles, vous allez voir à vos indices, pardon d'être aussi... Ben voilà, mais c'est comme ça, c'est dans le film. Et là, on était dans un nouveau monde. C'était le monde qui va rentrer dans les cités, voilà, etc., etc. Donc, on commençait à appréhender le réalisme. Et quand le film est sorti, il se trouve que l'ennemi public numéro 1, dans mon film, il y a un ennemi public qui s'appelle Sarlat. Et l'ennemi public numéro 1 dans la réalité, Mérine, Voilà. a été tué par Broussard. Et dans François, la semaine où le film est sorti, il y a eu écrit Mérine tué à cause de la guerre des polices. Voilà, Donc- la fiction rejoignait la réalité, ou la Totalement, réalité était totalement. l'illustration de la C'est pour ça que fiction. je vous dis, ce qui n'existait pas a priori quand on a commencé à construire le film, c'est révélé la stricte réalité. Mais en même temps, ça a été un événement révélateur d'une vraie guerre. Avec un désir d'être dans l'air du temps, en tout cas. Totalement, puisque on parle de cette époque-là, qui sont les années 70-80, avec des véhicules des années 80, des préoccupations des années 80. Les femmes ne sont pas libérées encore comme elles le sont aujourd'hui. Et c'est un tout petit peu d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai hésité avec Marlène. On était encore à une époque où les héroïnes étaient c'était un substitut de mec. Féminine sans doute, mais féminine à la façon d'un mec, c'est-à-dire qu'elle tape, qu'elle n'ait pas peur de flinguer et tout. Oui. Avec Marlène Jobert, elle avait quand même la réputation, par ses précédents films, d'être un personnage de comédie plutôt que... Bon, après, C'est vrai. elle a fait quelques exceptions, évidemment. Nous ne vieillirons pas ensemble, était sublime, etc. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était quand même un personnage de comédie. Et rendre ce personnage de comédie crédible pour qu'elle soit un flic à part entière, c'était problématique pour moi. Ah oui. Je voulais Maria Schneider, qui était pour moi plus un mec. Oui, Ouais. oui. Enfin. Mais enfin, il y en a une qui était une grosse vedette par rapport à l'autre. Marlène Jobert était Raison une pour laquelle- valeur sûre quand même. D'ailleurs, regardez, j'ai retrouvé le magazine Première de l'époque de la sortie du film. Sans blague. Regardez l'article et le titre. Ah oui, commissaire Jobert. Commissaire Jobert. Magnifique. Donc pourtant, il y a eu Magnifique. une évidence pour les journalistes. Bien sûr, bien sûr. Marlène a été séduite par le scénario, elle avait envie de le faire. Ce qui me plaisait chez elle, alors, c'était pas la force, c'était au contraire ce caractère innocent, cette fêlure en quelque sorte, et ce côté ailleurs, tendre, qui fait que du coup, je me suis senti, comment dirais-je, obligé presque de recréer un rapport entre Fouche, Claude Brasseur. exact. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de trilogie où elle déteste son chef. Regardez comment le regard qu'elle porte à son chef Claude Rich, on voit qu'elle n'est pas d'accord avec lui. Absolument, mais là, c'est une séquence dramatique terrible où elle va lui cracher à la gueule. C'est une chose qui ne se faisait pas vraiment à l'époque. En direct, faire cracher une comédienne au visage de Rich, qui a été extraordinaire d'ailleurs, c'était quand même gonflé. C'est pour ça qu'elle a joué le jeu. Elle a été formidable. Vous savez, Robin, si on regarde le Première de l'époque, là, la concurrence était belle, redoutable, mais belle. Vous êtes sortis à 1 ou 2 semaines près, en même temps que Tess de Polanski, Ah oui. Don Giovanni de Lozé, Oh. Dracula de John Badham, qui était une belle version, Ouais. le Pullover rouge de Michel Ah Varech, oui, magnifique. et les bronzés font du ski, Oh la vache. et la guerre des polices. Il y avait tout ça sous 3 semaines, là, ce mois de novembre 1979. Incroyable. Mais c'était Il y avait un sacré cinéma français. C'est ça. C'est qu'il y avait surtout encore des salles. Et surtout, il y avait des gens qui allaient au cinéma. Parce que c'était encore le spectacle de prédilection. C'est vrai que quelque chose s'est perdu en chemin. Revenons et terminons et concluons sur la guerre des polices, Robin Davis. Yes, sir. On connaît mieux les tenants et aboutissants, maintenant, de toute cette belle histoire quand même qu'on peut, je le redis, enfin revoir à la maison dans d'excellentes conditions. Oui, en plus, je peux dire Restaurée, qu'il y a Copie une restaurée. copie absolument splendide. Meilleure que la copie d'origine. Mais en résumé, Robin, après toutes ces années,
Qu'est-ce qui reste dans votre mémoire de la guerre des polices? Un état d'innocence. Je pense qu'on tournait des films à l'époque, pareil pour J'ai épousé une ombre, c'est les 2 films dans lesquels on est en état de grâce. Parce que, d'une part, on a 30 ans quand on tourne un film, et quand on a 30 ans, on avance, parce qu'on a l'innocence de ces 30 ans. C'est son deuxième, moi c'était mon 2e film, et donc c'est que du bonheur. Mais il y a eu 15 ans de grâce là. Je vais vous dire une chose, Robin, vous disiez, à cette époque-là, j'avais 30 ans et j'étais prêt à tout. Quand vous en parlez aujourd'hui, on a vraiment l'impression que vous avez toujours 30 ans parce que vous avez des petites étoiles dans les yeux. C'est vrai que j'arrive pas à imaginer de plus faire... Vous avez 30 ans là! Merci Vincent, quand vous voulez, merci de m'avoir accueilli, c'est très sympathique et merci d'aimer le cinéma. Merci Robin. Au revoir. À bientôt. Avec la guerre des polices à l'instant, nous étions évidemment au cœur des années 70. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire quelques mots sur l'enthousiasmante collection vidéo du journaliste et cinéphile Jérôme Ouibon, qui s'intitule justement Nos années 70. Alors, Jérôme s'est plongé dans le magnifique catalogue Studio Canal et tous les 3 mois à peu près, il nous offre de nouveaux films, des grands classiques du cinéma français, mais aussi des films rares, en tout cas des films tous inédits en Blu-ray. Avant chaque film, Jérôme vous recontextualise l'action, le replace dans l'ensemble de la société de l'époque des années 70, et puis surtout il y a des bonus formidables, c'est-à-dire qu'il y a des interviews inédites, des reportages sur les tournages de l'époque, des bandes-annonces, des scènes coupées, il y a un énorme travail sur les bonus. Jusqu'à présent, on a pu avoir par exemple L'ordinateur des pompes funèbres, le film de Gérard Pires, La vieille fille qu'on attendait de revoir, le film de Jean-Pierre Blanc avec Noiret et Annie Girardot, le Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg, donc vous voyez que ça va vraiment dans toutes les directions, tous les genres, une très belle copie de Je sais rien mais je dirai tout de et avec Pierre Richard, ou par exemple Calmos, le film de Bertrand Blier avec une formidable interview de Blier, avec Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Brigitte Fossé, etc. Et maintenant, voici les 3 derniers que vous pouvez trouver depuis quelques jours. Un film Traitement de choc d'Alain Gessois avec Alain Delon et Annie Girardot. Je crois que Jérôme Ouibon aime beaucoup Annie Girardot et on le comprend, c'était quand même la grande actrice française des années 70. Les Charlots au programme avec Le Grand Bazar de Zidi, Michel Serrault, Michel Galabru, les débuts de Coluche également. Et puis, cette vraie rareté, Ils sont grands, c'est petits de Joël Santoni avec Catherine Deneuve et Claude Brasseur. Mais sachez que dans 2 mois, Jérôme Ouibon viendra ici même vous parler de cette collection, comment il la prépare, comment il va chercher, dénicher les bonus et il vous parlera de sa nouvelle vague en quelque sorte. Et maintenant, il est l'heure de vous dire rendez-vous le mois prochain avec plein de surprises, mais également avec en invité Guillaume Roussel, l'homme fort de la musique du cinéma français actuellement. En tout cas, c'est lui qui vient de signer la BO des 3 Mousquetaires, un des films français les plus importants de l'année, et vous en saurez beaucoup plus sur son parcours. En attendant, vous likez, vous commentez, vous partagez cette émission si elle vous a plu. Allez au cinéma, voyez plein de films et à la prochaine. Bye!